Salut les néo-autonomistes. J'ai eu la chance de découvrir la micro-ferme de Nathalie et Boris qui propose de vous recevoir chez eux dans ce restaurant dont l'objectif est d'associer nature, convivialité et plaisir de la table. Les aliments de saison viennent du jardin ou en circuit ultra court et sont cuisinés au four à bois traditionnel. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Nathalie, Boris, bonjour. Bonjour, salut. On est dans la Drôme, ici. On est à la Poule Grasse. Ouais. Et c'est un concept qui est assez particulier et très lié à l'autonomie. Est-ce que tu peux nous le développer? On parlera un petit peu plus tout à l'heure avec Nathalie. Ouais. Mais on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter où on est et ce qu'on fait ici? Ouais, nous, on est restaurateur de formation. Donc, on voulait ouvrir un restaurant et on voulait avoir la main mise sur nos productions pour avoir le droit de vendre nos œufs, vendre nos volailles, nos légumes. Donc, on a modifié notre société pour qu'elle devienne agricole. Et donc, maintenant, on a monté une structure agricole. Sur une maison qu'on a achetée il y a 8 ans maintenant, et puis on a ouvert la table, ça fait un petit peu plus d'1 an. Donc voilà, et on avance pas à pas, et puis voilà, quoi, on essaie de produire ce qu'on peut, et dans une démarche hyper écolo, hyper locale. Je poserai la même question tout à l'heure à Nathalie. Tu peux nous présenter ce que tu faisais avant? Comment on en arrive là? C'est quoi ton background? J'aime pas ton expérience. Nous, on est restaurateurs depuis toujours. On tenait un café à Tain-l'Hermitage, donc à 10 minutes d'ici, qu'on a tenu pendant 13 ans. Un petit café où on faisait le repas du midi. Et puis on avait envie de s'autonomiser encore plus. On avait marre d'aller faire nos courses. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un projet de vie. On a mis du temps à se débarrasser du café et puis de s'investir à 100% là à la maison. Donc voilà, quoi. Le background il est simple en fait, hein. C'est une recherche du produit, une recherche de qualité pour la table et puis de liberté en fait, quoi. De liberté, ça me plaît bien. Bah ouais. Est-ce que tu peux nous dire à combien de pourcents on peut être autonome dans les bons jours et dans les meilleures périodes ici? Là pour l'instant, comme on est une activité démarrante, en pourcentage j'en ai aucune idée. Et puis en même temps on a plein de super producteurs nous là dans la Drôme, donc les spécialisations on s'aperçoit que c'est bien parce qu'au démarrage on voulait tout faire et puis en fait avec l'expérience on s'aperçoit qu'on a des écueils d'efficacité, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire pousser voilà, quoi. Du coup on se rend compte qu'un éleveur de volaille il le fait toujours mieux que nous, même si nous on peut avoir la main mise sur les variétés qu'on va choisir, sur le mode d'alimentation. Mais comme c'est tout petit chez nous, on ne peut pas produire suffisamment de nourriture. Donc il faut savoir... en fait, tout est une histoire de compromis quoi, dans l'autonomie et l'écologie. Hein. On a un cap, mais après, il faut savoir être un peu souple parce que sinon, tu t'épuises et puis tu te casses la gueule. Et alors, ce qui est aussi drôle, c'est que tu cuisines autour d'un four à bois. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Ouais. Pourquoi ce choix? Pour être maître de la combustion, quoi, hein. Pas besoin de gaz, pas besoin d'électricité, donc ça c'est pareil, hein. J'ai qu'à aller couper du bois si j'ai envie d'en brûler. Donc même si on en achète aussi, parce que là il y a une question de temporalité, il faut du temps, etc. Mais si un jour tu n'as pas le choix, tu sais que tu... Voilà, c'est ça. Et puis nos arbres commencent à pousser, donc il y a une inertie à toute chose, quoi, comme dans le four, hein. Le terme inertie, il est important dans des démarches comme la nôtre. Il y a une inertie pour le potager, il y a une inertie pour les constructions, il y a une inertie pour la chaleur du four, il y a voilà, une inertie dans toute chose, quoi. Alors moi, la première question avant qu'on fasse le tour, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne une journée ici? On se lève tôt le matin. Là, en ce moment, on fait de l'abattage des oies parce que c'est la période. Donc là, du coup, on se lève très tôt parce qu'on le fait la nuit, donc on met le réveil à 4 heures, on tue 1 ou 2 oies par matinée.
On fait tout à la main et puis après, en fait, tout dépend des journées, quoi. Donc après, on a beaucoup de choses à faire. Des fois, on est sur des chantiers de maçonnerie. Des fois, on est dans le potager. Des fois, on est dans de la préparation pure. De temps en temps, on va faire des courses quand même. Donc voilà, en fait, les journées, elles passent super vite, quoi. Et puis. Et les nuits, on s'endort très vite, je présume, à la fin. On s'endort tôt quand on a la chance de pouvoir se coucher tôt. Et puis du coup, c'est chouette. Mais bon. Je te posais la question tout à l'heure. On dit restaurant à la ferme, ferme auberge, c'est quoi pour toi l'appellation? On dit une table à la ferme, mais bon, tous les termes nous valent. Hein. En fait, on vient chez nous, on mange, on paye. Voilà, c'est assez basique, quoi. C'est assez basique. Voilà, c'est une activité commerciale. Et puis, d'un autre côté, on essaye de produire le maximum de trucs, même si on est encore hyper démarrant et qu'il nous faudra du temps pour être complètement chez nous, quoi. Bah, comme tout, hein, c'est une question d'expérience. Nathalie, je te dis à tout à l'heure, on va aller voir et merci d'être pour la présentation, d'avoir été présente. On développera ensemble plus sûrement pour la préparation? Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Nathalie. Boris, on commence par quoi quand tu dois... Là, on va commencer par... En fait, la vidéo, là, on va faire un repas. Hein. Nous, on est là pour manger. Il n'y a pas à tortiller. Donc, on va ramasser 2-3 trucs qu'on trouve. Et puis, après, on ira préparer ça pour manger ce soir. Et ben moi, je te suis parti partout. C'est quoi le... Bon, allez, on va tricher un peu. C'est quoi le menu du soir? De l'oie. Hein. Là, on est en plein dans les oies. Donc, on va manger les oies. Ok. Fais gaffe, là, il y a des tuyaux. Ouais, t'inquiète, je vais... Justement, ce qui est bien. La couenne. Et alors, vous êtes sur quelle surface ici de jardin? Il y a moins d'1,5 hectare en tout avec les bâtiments. Donc, on va dire une vingtaine d'arts de terre qu'on exploite à peu près, quoi. Ok. Donc, voilà, moi, l'idée du potager, c'est ça, quoi. Ah oui, c'est... Et alors, je l'avais vu sur le site, je me permets, c'est punk. Ah ouais, nous, on est punk à fond dans le jardin punk. C'est-à-dire qu'on a essayé au démarrage de faire des bandes, d'essayer de faire pousser de la carotte et des poireaux. Et puis en fait, on se vautre à chaque fois, quoi. Donc, parce qu'on ne sait pas faire, hein, bêtement. Donc il a fallu du temps pour comprendre la terre, comprendre comment fonctionne le truc. Et puis du coup, on laisse beaucoup de jachères, on regarde ce qui pousse de soi-même. D'où le terme la poule grasse. En fait, la poule grasse, c'est le nom du kénopode blanc. J'en cherche. Là, t'en as un, mais il est passé, il est tombé. Ouais. Si t'en trouves un frais. Kénopode, c'est dans l'esprit épinard sauvage, ouais. Sauvage. C'est épinard sauvage. Celui-là, ils sont déjà en graines, là. Donc, on va pas en voir un bien joli. Et le menu, tu le prépares la veille ou comment tu fais? C'est quand tu vas dans le jardin que tu... Oui, alors ça dépend des fois. Comme on fait des services surtout en fin de semaine, si j'ai des courses à faire, je vais m'y prendre le mercredi à peu près ou le jeudi. Ok. Et puis après, je vois ce que moi j'ai. Et en fait, c'est ce que j'arrive à accueillir. Aussi en champignons, on fait beaucoup de champignons. Donc voilà, c'est la saisonnalité qui va me dicter le truc, quoi. Et puis là, comme cette année, on n'a pas fait de potager du tout parce qu'on avait une année chargée, on n'était pas sur l'exploitation. Donc on a laissé les choses faire, on regarde ce qui repousse de l'année dernière. Et en fait, ça nous permet de choisir. Alors, on récolte certaines graines qu'on va ressemer après. Et puis sinon, ça nous aide à axer nos cultures, quoi. Ça ne sert à rien d'essayer de faire pousser des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors on essaye tout. Ce qui ne marche pas, on abandonne. Et du coup, on se borne à ce qu'on sait faire, à ce qui pousse, quoi. Tu peux nous parler un peu du terroir et du climat avant qu'on... Excuse-moi. Ici, c'est Drôme des Collines. Donc, Drôme des Collines, on a un climat tempéré, il fait plutôt beau. Voilà, on a des hivers qui peuvent être froids, on peut descendre à moins 10, moins 15, ça peut arriver. Ah oui? Ok. Donc, mais en général, il fait quand même assez doux. Là, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu des gros gels. Mais il y a toujours des petites périodes gélives, et puis au printemps aussi. Donc, voilà, mais sinon, un climat assez agréable. Ici, on est sur un terrain argileux. Donc, moi, je suis assez content parce que l'argile, c'est quand même vachement mieux que le sable, je trouve. Il y a moins de travail. Il suffit de l'amender un peu et puis voilà, quoi. Et puis tu vois, hein, ça pousse, quoi. Les herbes sont grasses, elles montent bien, donc il y a de la nourriture pour les plantes. Il suffit de faire pousser les bonnes plantes, en fait, quoi. Tu remets des choses, des services pour les poules, pour les oies, ou tu réutilises ce qui n'est pas consommé Tout, ouais. Tout. Bah ouais. C'est magnifique derrière. Et là, j'ai une prise, mais fantastique. Ouais, on a une belle vue, ouais. Autant côté est, là, sur le début du Vercors, et puis au fond les Alpes. Le Vercors, il est plus là-bas, par là. On est sur la limite des deux. Et puis après, dans tous les monts d'Ardèche de l'autre côté, que tu verras un peu plus tard. Ok, bon écoute, maintenant, ça y est, c'est continue à avancer pour ramasser mes 3 trucs.
Et donc, avec l'oie, qu'est-ce que tu penses mettre ce soir? Eh ben, avec l'oie, en fait, ici, on fait toujours des menus en 7 services. On aime bien, tu vois, faire donner du temps aux choses. Donc, on va avoir 3 petites entrées, un poisson, une viande. D'accord. Ça, c'est le classique qu'on fait ici. Ok. Hop. Ah là, c'est de la... Ouais, c'est jungle. Hein. Ah, mais j'adore. Et n'empêche, c'est bien vert, hein, parce que... Ouais, c'est super vert. Bah, il a replu. Donc là, l'été, c'était hyper sec. Et puis là, depuis quelques années, maintenant, on a un deuxième printemps quoi, qui arrive en octobre-novembre, où tu as les poiriers qui peuvent refleurir, tu as les cerisiers qui peuvent se remettre à faire des fleurs. Donc il y a des incohérences comme ça. Donc c'est pas hyper cool pour les plantes. Moi, je dis l'été indien même, tellement ouais, ça va loin. Ouais, complet. Hein. Alors là, tu vois, je ramasse des baies de goji, quoi. Ça, c'est des rebiques, parce qu'on a un très gros pied là-bas, je te montrerai après, mais il prend la cloque à fond et il donne très peu de fruits. Ouais. Et là, cette rebique, regarde, les branches, elles sont bien fournies, quoi. Donc, je suis assez content. Et j'aime bien la baie de goji. Il y a quand même... On en ramasse quelques-unes, mais tu vois, elles sont déjà passées. Celles qui sont passées, je les laisse. Ouais. Les oiseaux, ils kiffent, les insectes aussi. Oui, c'est toujours réutilisé. Tu vois, ce que j'aime dans la philosophie de ça, c'est que je pense plus tu vas avancer dans les années, plus tu auras les arbres fruitiers qui donneront. Ouais, c'est exactement. Ouais. Et puis ce qui ne donne pas, c'est pas grave, quoi. Et donc, je pense que donc, dans ta logique aussi, tu es en connexion avec des agriculteurs locaux. On est branché avec les producteurs, déjà parce que ça faisait 13 ans qu'on travaillait donc avec les producteurs par le biais de notre café. Ouais. Et puis que j'aime, c'est leur contact qui m'a donné aussi envie, moi, d'aboutir notre exploitation dans ce sens-là, quoi. Et ouais, on a des super producteurs hein, dans le coin. Il y a des mecs qui ont des super projets, vraiment des fermes exemplaires qui sont des exemples à suivre. Donc ouais, je suis à fond. Hein. Et là, même si ça fait qu'un voisinage ultra court, quoi. Par exemple, les oies, là, on les a ramenées ici pour qu'elles marchent moins. Et on les a passées un peu au grain. Et sinon, tout l'été, elles sont chez mon voisin, Luc, et Mathias, là, qui tiennent le verger du Merle. Eux, ils sont arboriculteurs, donc ils ont pas mal de parcelles de fruitiers, qui sont en bio depuis longtemps. Ce qu'on a vu en remontant de Tain-l'Hermitage ? Non, je pense que vous ne les avez pas vus, parce qu'ils sont dans l'autre comble, là, en descendant sur Chantemerle par la rate. Et du coup, là, on a mis les oies chez lui tout l'été, et du coup, elles bouffaient que de l'herbe. Lui, ça lui entretient un peu de ses parcelles. Et puis nous, voilà, ça fait de la bouffe et de la promenade pour les oies, parce que ici, sinon, ce serait ultra pâturé, et ce serait beaucoup trop petit pour une quarantaine d'oies. Et alors, c'est quelle clientèle que tu as constaté? C'est très local ou le bouche-oreille déjà commence à fonctionner ailleurs? Ouais, ça fonctionne un peu ailleurs, parce que grâce à Internet, Internet, on est référencé sur Google et sur 2-3 sites. Du coup, les touristes, l'été, ça marche pas mal. On a une belle clientèle belge. On a pas mal d'Italiens, des Lyonnais, des gens du goût, enfin un peu partout, quoi, les gens qui viennent dans la région. On a une région assez touristique avec le vin, parce que c'est une région de pinard ici. Oui, je présume qu'il y en a à la carte. J'ai vu ça sur le site. Oui, on ne peut pas vivre sans pinard, nous. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, et puis que la région est magnifique en plus. Donc voilà, il y a du tourisme, et puis du coup, on a des gens comme ça qui viennent un peu de la pêche internet, on va dire, et puis sinon beaucoup de bouche à oreille, quoi. Comme on est assez mauvais en communication, on ne sait pas bien faire, on essaie de gérer un peu nos réseaux sociaux, mais on n'est pas des cracks d'informatique. Je vais essayer de m'occuper pendant quelques semaines, mois de la com, t'inquiète pas. Déjà, je pense que, tu vois, c'est quand on m'a dit, mais on te propose ça comme reportage, mais moi, ça m'a parlé pour déjà une simple et bonne raison, c'est que ça fait 7 ans que j'ai pas mis mes pieds dans des fast-food, etc. Et j'ai la chance de pouvoir voyager, mais par contre, trouver des adresses comme ça, vraiment intimistes, familiales. Ouais, je pense qu'il y en a, mais après, on fait pas de bruit, quoi. Donc, faut les connaître, faut les trouver, et puis il faut avoir un peu de chance aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se réclament de cette mouvance un peu. Il y en a qui font des super trucs, mais des fois, on est un peu déçus aussi par le résultat, quoi. On peut être aussi déçu chez moi, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je te dirai ça ce soir. Et alors, vous êtes ouvert de quand à quand? Parce que je présume on ne peut pas faire du 7 jours sur 7 sur... on est chez nous, donc on pourrait faire du 7 sur 7. Après, c'est pas possible, parce que le travail, c'est chouette, mais bon, on n'est pas venu sur Terre pour bosser comme des dératés non plus. Et donc, avec Nathalie, vous êtes sur quel format à peu près? Donc, nous, on a 3 services fixes.
on bosse vendredi soir, samedi soir et le dimanche midi. D'accord. Et puis après, le reste du temps, c'est à la réservation, à la demande, quoi. S'il y a une table suffisante, qu'on a la bouffe, qu'on a l'envie, que le four est encore chaud, on peut prendre du monde un peu n'importe quand, en fait. Jusqu'à 20 on ne fait jamais max. qu'un seul service par jour, et puis c'est à notre bon vouloir, quoi. Et jusqu'à 20 personnes maximum. Ouais, une vingtaine, ouais, pas plus. Là, je ramasse 2-3 coins, là, ça nous fera le dessert. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre à la carte, que tu as plantées et qui arriveront dans quelques années ou des choses Ah bah ouais, déjà, il y a pas mal de fruitiers qu'on a installés. Et puis en plus, ils ont eu chaud là, avec les étés hyper chauds. On s'en est pas assez occupé, on les a pas, j'en ai 2-3 qui ont crevé, d'autres qui sont en souffrance, donc bon, ça prend plus de temps que prévu. Bon, après, on apprend de ça aussi, hein, j'ai qu'à leur donner plus à boire. Et puis après, ouais, plein de choses en fait. Il y a plein de trucs qu'on essaye et puis qui ne fonctionnent pas, mais qui finiront par fonctionner. Et tu tenais donc un restaurant, tu me disais plus bas. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus reproduire, des erreurs que feraient des personnes à se lancer et que tu veux plus reproduire justement sur cette nouvelle exploitation, si on peut dire. J'aime pas le mot. Après, c'est vraiment pour la restauration, c'est vraiment le choix des produits, quoi. Tu veux plus cuisiner du cadavre, des trucs, tu sais pas d'où ça sort, tu t'achètes des trucs sous blister. Donc ouais, nous maintenant on veut vraiment du sourcing total. Et quand justement tu n'arrives pas à produire ou que c'est une saison entre deux, les producteurs à côté ils savent t'orienter, je pense que toi aussi tu sais. Ouais, il suffit de faire confiance à la saison et puis après je vais chez les producteurs que je connais. Quand je veux faire du veau, je vais acheter du veau, quoi, tu vois, on se prend pas vraiment la tête, quoi. On trouvera pas des fraises en hiver chez toi. Des fois, c'est limite, hein, en ce moment, là, tu vois, on va encore ramasser des tomates. J'ai vu, là, il y a des exploitations où leurs fraisiers, qui sont des non-remontants de printemps, et elles sont en train de redonner, quoi. Parce que je te dis, c'est le deuxième printemps. Les plantes, elles sont un peu déphasées, quoi. Donc bon. Ouais, tu commences pas sous les meilleurs auspices. T'as vu, regarde, il y a ma première grenade. Ah ouf, alors. Ça c'est une bouture que j'ai fait de grenadier, mais ça fait quasiment, elle a peut-être 8 ans, quoi, la bouture. Ah oui. Donc, tu vois, ça traîne à mort, mais ça fonctionne. Pareil, les coins, là, le cognacier, c'est un truc que j'ai planté il y a déjà quelques années, mais bon. Et en fait, un peu de partout, tu vois, là au sol, on a de la tanésie. Tiens, je vais en ramasser un peu d'ailleurs. Ouais, ça c'est super plante de potager, quoi, la tanésie. Alors c'est très puissant, c'est assez bon, moi j'aime bien, c'est une petite odeur camphrée. Mais il faut se méfier quand même, ça peut être très très fort. Et faut pas en manger des salades entières parce que ça peut être dangereux aussi. Je crois même qu'on s'en sert en répulsif pour les pucerons, un truc comme ça. Ouais. Moi je fais aucun purin, je fais aucun engrais, même naturel, hein, parce que je sais pas l'utiliser et puis que ça me saoule. Donc en fait je laisse faire et voilà, quoi. On essaie d'avoir le maximum de biodiversité. Je pars du principe que plus il y a de choses et plus c'est la jungle, moins tu as de soucis. Même si tu récoltes pas grand chose, au moins c'est équilibré, quoi. T'as pas besoin de se dire je vais faire une pulvérisation de prêle, un peu de purin de poisson, un peu de ceci, un peu de cela. Et comme ça vient, déjà tu n'as peut-être pas le temps aussi. Ouais, il y a une question de temps et puis faut aimer ça, quoi. Ça reste de la chimie, quoi. Faut aimer cet univers, trouver tes potions et tout ça. Moi je trouve ça vachement bien, ceux qui le font, quoi. Bon, moi je le fais pas. Alors tu vois, j'aurais peut-être la fâcheuse tendance de dire que les cuisiniers sont des chimistes aussi. Ouais, bien sûr, mais c'est de la chimie instinctive, quoi. Enfin, on a le métier dans les mains, donc moi je sais cuisiner, c'est une évidence. Donc après, moi je me pose plus de questions en fait quand je fais à manger, de savoir si la coagulation va se passer à tel degré. Moi je me donne de la confiance, quoi. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et on en parlera quand on sera devant, on en parlera peut-être aussi avec Nathalie. Pour le four, tu me parlais de la gestion du bois, surtout d'avoir la gestion de l'énergie. Mais la gestion des cuissons, ça doit être quand même quelque chose de... En fait, c'est pareil, quoi. Il faut lui faire confiance au four. Au début, j'étais un peu dans l'expectative, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et puis en fait, c'est assez simple à utiliser. À partir du moment où tu as une bonne maîtrise technique de ton métier, le four, tu comprends que ça chauffe en bas, au-dessus. Il faut comprendre l'inertie des pierres, il faut qu'elles soient bien chaudes à cœur et puis bien connaître son bois que tu vas faire brûler. Puis après, en fait, c'est assez simple, quoi. Tu peux pas vraiment te planter avec un four à bois, je trouve que c'est plus facile
t'es pas obligé là de prendre tes températures. Si, on peut le faire aussi. Peu, je crois, au début avec un laser. Moi, je veux pas, j'ai jamais voulu aucun thermomètre. Bah ouais, parce que en fait, sinon tu passes ton temps à regarder et puis ça te sert pas à grand chose parce que les chaleurs elles réagissent pas de la même manière. La convection, après c'est un avis très personnel, hein. Il y en a qui sont là tout le temps à regarder et qui font des super trucs. Bon, moi j'ai préféré ne pas prendre de thermomètre et comme ça je comprends la chaleur. Plus qu'un degré, ça ne sert pas à grand chose de savoir les degrés. Ce qui compte c'est de savoir comment ça cuit, comment tes aliments ils fonctionnent à l'intérieur. Ah oui, c'est une autre école. C'est une autre école parce que souvent quand on voit des... Fais gaffe, il y a un gros trou, c'est mon gosse qui fait des bunkers au cas où. Au cas où. Oh, n'empêche, vous êtes bien là, vous êtes quand même on est au pleine top. campagne. Je crois que ça va être ton plus long tour du potager de Ouais, de je discute beaucoup, hein. Je suis un peu bavard. Non, puis c'est moi aussi avec mes questions, mais en même temps, est-ce que ce concept, vous l'avez vu quelque part ou c'est vraiment, vous vous êtes dit, bon attends, on va se mettre vraiment en adéquation avec nos valeurs, ou tu avais déjà vu ce genre de choses quelque part, c'est parti de quoi? Le départ c'est l'envie quoi. Et après ouais, on connaît d'autres tables à la ferme qui cartonnent, hein. Ouais, il y en a plusieurs quoi, et qui font des trucs super, hein. Donc ouais, non, on est loin d'être les seuls. D'accord. Hop, bon là on est en train de faire des parcs, j'ai fait un nouveau parc pour les canards. Et puis on va continuer là pour les poules, parce qu'on les a, à cause de la grippe aviaire, on les avait toutes cloisonnées dans une partie, et puis là ça va pas. Parce que déjà on mélangeait les canards et les poules, on n'a pas le droit, et c'est pas chouette au niveau des salmonelles. J'allais te demander ouais, sur les normes si t'es... Donc là on a un peu plus de temps, donc on va essayer de diviser les deux lots. Alors après c'est très petit, hein, là j'ai 4 cannes et un canard. Donc voilà. Pourquoi si peu? Parce qu'on est en fin de saison? Non, parce qu'après je peux pas après ça me coûterait de la nourriture, je veux pas acheter le moins possible quoi. Ils se nourrissent chez les collègues? Ouais, j'achète un peu de grains chez les agriculteurs du coin et puis après c'est tous mes déchets en fait, hein. Tous les déchets végétaux, tous les restes de poisson, de viande, enfin tout quoi. Parce que la chienne, d'abord la chienne en premier et puis après les poules, les canards. Ah pas leur manquer. Hein. Non, les animaux non plus. Hein, ouais, je vois ça. Et tu me parlais des normes, est-ce que tu as des normes imposées quand tu produis toi-même à destination directement des clients ou au contraire c'est plus... Ouais, oui, on a les normes qui sont un peu évidentes, quoi, les normes d'hygiène, tu vois. Par exemple, quand je tue les volailles, on a besoin d'un petit labo avec une marche en avant, donc une entrée propre, une sortie sale, un truc assez basique en fait, quoi. Donc après les normes, j'ai pas le droit de vendre... ce que je vends, je suis obligé de le vendre transformé directement sur exploitation. Nous on a pris ce parti-là, sinon j'étais obligé d'avoir un laboratoire aux normes CE et c'était un gros investissement qui ne m'intéresse pas puisque nous vraiment l'objectif c'est pas de vendre des œufs ou des légumes, c'est de vendre un repas quoi. Et puis c'est d'être plus à la cool chez nous. On fait un repas avec ce qu'on arrive à ramasser et ce que j'achète quand j'arrive à rien ramasser, je vais chez les voisins quoi. On travaille qu'à deux avec Nathalie et puis voilà, on ne prend pas plus la tête que ça. Donc 20 couverts c'est déjà bien pour nous deux, ça fait déjà beaucoup de travail. Je vais ramasser des patates douces. Ah là c'est de la patate, ouais ok, génial. Alors je ramasse... Ouais, tu peux y aller, hein, ça supporte le pétillement hein, chez moi les végétaux. T'as pas vu la belle bête avec... Ouais, t'inquiète. Ouais, moi je regarde pas où je pose mes pieds non plus. Hein. Et des fois tu découvres parce que tu fais par rapport à ce qu'il y a et des fois tu dis ça je vais le tenter parce que justement t'es plutôt opportuniste. On essaye plein de trucs, ouais. Bien sûr, ouais, on essaye un tas de trucs et puis on voit ce qui fonctionne. Tu vois, là les patates douces, j'en ai acheté l'année dernière, j'en ai gardé une pour la planter quoi. Je sais pas si on va trouver quelque chose parce qu'on a pas mal de rats et de taupiers. Ouais, ça va être la surprise. Attends, bouge pas. Ouais. Je sens que je vais te porter chance, j'espère. C'est pas dit, tu vois. J'ai arraché le truc, j'ai vu que ça avait déjà été bien grignoté. Ouais, je vois encore les tomates. Mais bon, j'ai déjà les feuilles. La patate douce, on peut manger les feuilles. Ça fait une espèce d'épinard aussi, c'est assez cool. Ah oui, tu peux faire un petit potage avec les feuilles ou des petites... Ouais, comme des épinards. Là, moi, je vais aller tomber au beurre, bêtement. Ouais, les patates douces, mon gars, tu vois, elles ont été bouffées déjà. Mais bon, c'est cool, hein. Ça veut dire qu'il y a de la vie, quoi. Bah ouais, nous, on se formalise pas, quoi. Le plus important, c'est d'avoir à bouffer pour les animaux et les insectes et tout. Moi, jamais je vais virer une chenille, hein. Et là, imaginons aujourd'hui, là, tu fais ton tour, il te manque quand même pas mal. Tu fais quoi? T'appelles les collègues après ou comment ça fonctionne un peu ta... Bah oui, si vraiment j'ai rien à bouffer, je vais aller chez le maraîcher. Hein. Ok.
Derrière, on a trouvé un bout. Putain. Et on va se régaler. Ah non, mais le fait que moi c'est l'esprit de se dire quand même que. Non, mais il faut savoir faire avec ce qu'on a. En fait, t'as pas besoin de grand chose pour faire à manger. Hein. Si tu connais un peu la bouffe, t'as toujours une réserve de pommes de terre. On a des topinambours. Je veux dire, les topinambours. Là, j'ai planté de la chayotte. Tu vois, la grande liane qui est là, c'est les chayottes. Là, elles sont pas encore mûres, mais avec un pied de chayotte, tu dois ramasser 15-20 kilos. C'est hallucinant. T'apprends ou tu suis quand même des, je sais pas, des youtubeurs ou n'importe. Non, je suis rien du tout. Rien du tout. T'as pas le temps. Bon, j'ai pas le temps, puis j'aime pas trop ça, pour être honnête. Ah putain, mais au moins, tu sais quoi. Ouais, je m'excuse, mais. Oh, j'aime ça. Oh non. Voilà quoi. Pourtant, tu m'as dit que tu avais quand même vu, tu t'es dit quand même, c'est qui ce gars qui vient me voir? Ah bah ouais, j'essaie de me renseigner. Hein. Bah, un minimum, quoi. Tu vois. Mais après, non, j'arrive pas à regarder un tuto en entier, ça me saoule. Ouais, au bout de 5 minutes. Tu vois, quand j'ai besoin de faire un branchement électrique, je regarde les schémas, mais bon, après, au-delà de ça. Ouais, t'es autodidacte, de toute façon, ça se voit déjà sur. Ouais, et puis. On prend les choses vraiment avec facilité, quoi. Et dis-moi, comment vous répartissez les tâches avec Nathalie? Alors, qui fait quoi Bah, on fait les deux, un peu les deux tout, quoi. Tu vois, au niveau des potagers, de l'entretien de la maison, les travaux, Nathalie, elle est beaucoup présente. Ouais. Et puis, bah, moi, la bouffe, ça, c'est moi. Ouais. Elle fait le service. Puis après, bah, tout le reste, on le fait tous les deux, quoi. Donc, bah, la vaisselle, le ménage, toutes ces conneries. Ouais, bah ouais. Et le sauvage, tu t'y intéresses un peu? Comment ça, sauvage? Pardon, les plantes sauvages. Le sauvage. Ouais, bah ouais, parce que c'est ce qu'on arrive mieux à faire pousser. Hein. Comme je te disais, le nom la poule grasse, c'est à cause du Kenopode blanc, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux, c'est ce qui poussait les plantes adventices, quoi. Donc on cuisine beaucoup ça quand c'est la saison, les orties, puis toutes les plantes qu'on apprend petit à petit. J'essaye de faire un maximum de sorties avec des experts. Tu vois, si je vois une sortie nature ou machin, cueillette sauvage, et que j'ai le temps, j'aime bien participer à ces trucs. Comme ça, ouais, les sorties qu'on fait en Haute-Loire, là, avec les maisons Marcon pour la mycologie, pour apprendre des nouvelles espèces, dès que je peux, j'y vais, quoi. Je comprends pourquoi tu regardes pas de vidéos, tu préfères y aller directement sur... Bah, franchement, moi, même avec un bouquin d'identification, j'arrive pas à les percuter, quoi. C'est vraiment pas facile. Tu sais, j'ai lu des bouquins sur les champignons, les bolets et tout. Ça paraît assez simple, hein, mais j'ai préféré y aller quand même une fois avec un expert. C'est comme ça que tu t'intoxiques, quoi. Ouais, parce qu'on dit quand t'es pas sûr, mais tant que tu l'as pas vu en vrai, t'es jamais sûr. Topinambour, là? Ouais. Ah non, j'ai oublié de ramasser ma patate douce en plus. Je vais aller la chercher. Mais tu vois, la topinambour, ça c'est magique, hein, parce que... Petit goût de noisette? Bah ouais, puis t'as de la bouffe tout le temps, quoi. Si t'as rien d'autre, bah tu bouffes des topinambours. Et les feuilles, non, tu t'en sers pas? Non, les feuilles, non. On récupère les fleurs quand elles sont belles pour décorer nos tables, parce que ça fait des très jolies fleurs jaunes. Ça, c'est de la topinambour Helianthus. Je la préfère, elle est un peu plus digeste que la violette. Elle est plus facile à peler. C'est ultra productif. Et ça, genre, tu dois avoir ce qu'on appelle des patterns, tu dois savoir un peu avec quoi ça se mélange ou au niveau de la cuisine? Ouais. Ouais, bah ouais, après ça c'est le métier de la cuisine, quoi. Alors désolé, je suis très mauvais en cuisine, donc mes questions seront peut-être en fait, bateau. Ouais, il n'y a pas de dogme en cuisine. Quand tu connais le goût des aliments, bah après tu les mélanges avec ci, avec ça, et dans ta tête, tu fais de la recette en amont dans ta tête. Et tu sais déjà ce que ça va donner dans le plat, quoi. Mais toi, le fait que ça... Parce que tu me disais, tu avais envie de mettre de la vraie bouffe dans la nourriture, tu es du genre à transformer énormément ou tu laisses quand même... Non, c'est hyper nature. Nos préparations, elles sont très simples, quoi. On fait vraiment un truc très simple, hyper nature. Il y a très peu de sauce ou c'est assez rare. Donc on est vraiment sur une démarche produit, 100% produit, quoi. Je vais ramasser un peu de fleurs de bourrache. Parce qu'elle est belle là. Hop. Sympa comme plante, c'est très joli, c'est assez bon. Petit goût un peu de concombre, un peu un goût que j'aime bien, puis une couleur magnifique. Et t'en as pas marre, genre en sortie de saison en hiver, de faire toujours les mêmes choses ou... Bah c'est pas le cas en fait. Ah, c'est pas le cas, d'accord. Parce qu'en général, moi, tu vois, tout ce qui est choux, patates et tout, au bout d'un moment... Bah les choux, il y a une quantité incroyable de choux. Les pommes de terre, c'est pareil, il y a plusieurs variétés. Faut creuser le sujet, en fait. C'est comme les champignons. Hein. Souvent, j'ai des clients qui disent « j'aime pas les champignons, mais... » Oh, les mouettes, là. Les
Mais en fait, il y a 50 champignons et il y en a qui n'ont pas du tout le même goût ni la même texture. Donc, En ce moment, je présume c'est le cèpe que tu trouves? pas trop, là chez nous, ils ne sont pas encore descendus. Ouais. Si je veux ramasser les cèpes, je suis obligé de monter en Haute-Ardèche. Enfin voilà, de prendre un peu d'altitude, mais ils sont en train de descendre là. Et combien de temps tu réserves pour la collecte à peu près? Parce que tu me dis que tu prends pas qu'ici, tu vas chercher ailleurs et chez les producteurs. Ouais. Ça te prend quoi, la moitié de ton temps? C'est quoi pour avoir une idée un peu de... non, si je passe une matinée par semaine, c'est le bout du monde, pour avoir une demi-journée, tu vois. Mais le maximum, non, parce que y a des choses que je passe en commande. Ouais. Souvent aussi, il y a des producteurs qui me préviennent d'abattage, donc là, je me greffe à l'abattage, ou pas. Et puis, voilà quoi. Il y en a qui me livrent carrément à la maison parce qu'ils sont à côté, donc ça, c'est chouette. Et puis sinon, je descends, mais comme c'est ultra local, je vais pas loin, donc bon. Je passe pas mon temps sur la route, loin de là. C'est quoi les choses qui viennent le plus loin que tu pourras jamais avoir dans le coin qui... Le sel, et ouais. Qui vient de la Camargue, tu vois, c'est presque à 2 heures, putain. À 2 heures, c'est énorme. Ah là, je suis déçu là. Non, et après, je mens un peu parce qu'il y a quand même le poivre que j'arrive pas. Genre poivre du Sichuan et tout, t'as pas essayé ici? Si, j'en ai, ouais. Ah. On va aller en ramasser un peu après. Ah, excellent. Mais c'est pas du poivre, c'est du Sichuan, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Bon, quelques fleurs, ça suffit. Mais dans les plantes, le jardinage et la cuisine, c'est des matières qui sont géniales parce qu'en fait, plus tu en connais, moins t'en sais. Dès que tu découvres une nouvelle plante, ça t'ouvre un panel incroyable de nouvelles plantes. Rien qu'en goji, là tout à l'heure tu parlais des goji, mais moi apparemment il y a plusieurs... Il y a plein d'espèces de goji différentes. Bon après... Il y en a, ça fait partie de la variété, mais c'est... Mais bon, tu parlais des plantes, rien, juste sur un carré comme ça, là, de rien. Là, tu as de l'armoise, c'est assez sympa comme plante. Ça, c'est de la mauve, sylvestre. Elle fait des petites fleurs qui sont magnifiques. Les feuilles sont assez bonnes à manger. Bon, maintenant, elles sont un peu trop passées, elles sont un peu raides. Là, tu as de la silène. Super sympa, la silène. On peut tout bouffer. Les fleurs, elles sont blanches. Et puis, les feuilles aussi, c'est hyper bon. Une espèce de goût un peu de petits pois. Tu dois avoir des pissenlits. Regarde, t'as même une chicorée, tu vois, une genre grenobloise là, qui s'est replantée d'elle-même. Donc tu vois, ça c'est le genre de salade que j'ai dû semer une année. Comme je l'ai sous-montée en graines, je vois que là elle s'est ressemée toute seule, ça, je vais en refaire quoi. Ouais, puis à chaque fois qu'elle se plaît chez moi, si elle se reproduit toute seule, c'est banco. Tu repères pour les prochains coups à chaque fois que tu fais le tour. Surtout que là, c'est un lieu de passage, c'est le chemin, c'est le seul morceau qui est tondu, c'est là où on marche quoi. Donc costaud la salade, ça c'est de la salade. Ouais, niveau nutriments et tout. Et alors tu me parlais de 7 services. Quand tu dis 7 services, c'est 7 petits plats, 7 assiettes? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Développer un peu, tu commences quoi? Entrée ou pré-entrée? Ouais, on fait 3 entrées, quoi, ou pas entrée, tu donnes le nom que tu veux, en fait. Mais c'est au choix ou ce que... Non, on déroule le tapis, quoi. Le tapis. Peu dans le truc, tiens, tu vois là, une poule grasse à peu près encore en feuille. On la devine encore à peu près normale, quoi. Ah oui, donc les gens, ils viennent, ils ont 7 portions, quoi. Ouais. Bon, après, on fait des assiettes équilibrées. Un morceau du garde-manger. Donc ça, c'est les oies qui étaient en pâture chez mon voisin et qu'on a mis là pour qu'elles se reposent un peu. Elles marchent beaucoup moins, ça attendrit les chairs. D'accord. Et puis la nuit, quand les chats sont gris, il y en a une ou deux qui disparaissent et c'est cool. Tu fais quoi? C'est avec le bistolet, un truc comme ça, non? Non, en fait, je les ramasse la nuit. Elles sont endormies, donc elles sont à la cool. Elles ne couinent pas, rien. Il faut savoir les attraper correctement. Pour pas les stresser, ouais. Donc tu les prends comme un nourrisson là, et puis j'ai un petit chiffon avec mon autre main, je leur mets le chiffon sur la tête pour que les yeux restent dans le noir tout le temps. Ok. Puis après, je les emmène dans mon petit labo qui est juste à côté, et puis j'ai un cône d'abattage, je passe la tête à ça va vite quoi. Ça va super vite, un couteau bien affilé, je leur tranche la... Je me permets la question parce que plus il y a du stress, apparemment plus ça se retrouve dans le... D'où ma question. Hein. Surtout des volailles comme de l'oie, c'est des viandes qui peuvent être super dures, grises, c'est pas toujours très bon l'oie, donc faut vraiment que l'abattage il se fasse comme ça, dans le sommeil sans qu'elle s'aperçoive de rien, il n'y a pas de souffrance et du coup la viande elle est bien vidée et la viande est plutôt belle. Ok. Parce qu'une oie c'est un caprice de cuisine. Moi, il y a plus à manger sur un canard que sur une oie. D'accord, je savais pas, j'aurais pas dit. Un canard, c'est plein, une oie, c'est très creux. Donc, bon, faut pas déconner, quoi. C'est bien aussi, elles te préviennent quand les clients arrivent? Ouais. Moi, je vois de la blette, là.
Ouais, il y a une blette, tu vois, pareil, elle s'est ressemée toute seule, celle-là. Ouais, attends, je filme. Mais comme elle est toute seule, j'avais ce peinard, elle va me faire des graines et puis... Il y a des gens, ils s'embêtent à faire des jardins, il n'y a rien qui pousse. Toi, le fait de le faire en mode punk, je pense que tout trouve sa on place. s'aperçoit de ce qui fonctionne, quoi. Les plantes vraiment résilientes, c'est important. Il faut trouver des plantes qui voilà, on veut pas des cendres à dents de lait, mais on veut des plantes qui ont des dents de lion, quoi. Des dents de lion, ça top. Des trucs qui sont, elles arrivent, c'est la jungle, mais je vais pousser, je vais être plus fort que tout. Là, c'est bon. Et pour ton premier été, sécheresse, tu l'as géré comment? T'as eu un peu quand même? Là, du coup, cette année, on a fait l'impasse complète, j'ai rien semé. Ah ouais, à ce point-là. Tout ce qu'on voit, c'est des trucs qui sont ressemés de tout seul. Ah, génial. Parce qu'on savait, on n'avait pas le temps, on avait d'autres chats à fouetter. Donc là, on va pouvoir cet hiver le préparer correctement pour l'année prochaine. Là, j'ai vu une courge. Oh punaise. Ouais. Ça, c'est une courge qui doit être un croisement d'une butternut et puis d'autres choses, quoi. Qui s'est ressemée aussi toute seule. On va se la bouffer ce soir. C'est génial. Tu sais, moi, je découvre vraiment un nouveau monde. Hein. Ce concept, je l'ai déjà vu une fois à la télé, mais je pensais pas que ça se développait. Voilà, j'ai une barbarine aussi. Une quoi, excuse-moi? Une barbarine. Ça, c'est une courge qui s'est ressemée aussi. Bon, elle est encore accrochée, je la laisse, elle n'est pas tout à fait assez mûre. C'est une pastèque qu'on utilise pour faire les fruits confits. D'accord. Donc c'est cool. Ça, encore une petite courgette là qui arrive. Ça, c'est des courgettes genre chypriote, ça, un peu les longues de Nice. Après, c'est pareil, c'est des bâtards. Hein, ça attends, excuse-moi, j'ai pas vu. Hop, j'étais pas. Elle est belle celle-là. Avec le bouton. Excellent. Ouais, c'est cool quoi. Puis bon. Il n'y a pas grand-chose, mais on trouve toujours 2-3 trucs. Ouais, mais c'est fantastique quand même. Je vais ramasser les 3 framboises qui traînent. Combien de cuisiniers peuvent se targuer d'avoir déjà autant? De plus en plus, hein. Tu sais, les restaurants maintenant, il y a de plus en plus, en tout cas tous les grands restaurants, ils ont quasiment tous leur potager. Ouais. Et ils ont des super exploits. Hein. Mais je pense que c'est pas que dans l'air du temps, c'est aussi... Non, c'est dans l'air de la cuisine. Les gens qui aiment cuisiner, ils ont besoin de... Enfin, tu cuisines différemment quand tu ramasses tes légumes, quand tu les vois pousser, quand tu les fais ta sélection de ce que vous allez faire pousser à l'année avec tes jardiniers. Parce qu'en général, c'est ça, c'est des grosses boîtes qui ont des jardiniers avec eux. Et du coup, ils font un travail super, hein, vraiment. Il y a des super potagers de restaurants. Hein. Justement, vous êtes assez de deux à gérer ça si un jour tu as de plus en plus... C'est l'avantage d'être hyper punk, tu vois. Quand tu laisses faire les trucs tout seul, ça fait du temps de gagner. Hein. Les guêpes, elles se régalent aussi. Hein. Il n'y a plus grand-chose en fruits. Dès que je pose une cagette de raisin ou de poire ou n'importe quoi, elles se nourrissent allègrement. Eh oui. Nous, avec la sécheresse, les fruits, ils y sont tous passés. Hein. Ouais. Elles allaient prendre l'humidité et l'eau dans les fruits et le sucre, sûrement. Ouais. T'as un petit noyer derrière. Il y a de moins en moins d'insectes, alors elles n'ont plus rien à bouffer, les pauvres. Eh ouais. Donc forcément, elles se rapprochent des habitations. Ça fait 2-3 ans là, qu'on entend dire « Oh là là, il y a plein de guêpes, il y a de plus en plus de guêpes », mais en fait, non, il y en a de moins en moins. C'est juste qu'elles se rapprochent de l'humain parce qu'il y a que là où il y a un peu de bouffe à choper. Et là, tu as un noyer derrière, je vois aussi. Ouais, il y a un jeune là qui avait commencé à pousser quand on avait racheté la maison. Ah ouais. Il nous fait des petites noix, mais c'est cool. Tu t'en sers un peu des fois? Ouais, on va en manger ce soir. Génial. On exploite au maximum. Tout, ouais. Tu me dis si je me place mal. Non, c'est cool. Tu vois, tout le long, là, on a de la roquette aussi, Eruca sativa, ça c'est de la roquette de culture. C'est un de nos premiers trucs qu'on arrive bien à faire pousser, ça. Ça se ressème tout seul d'année en année. Et en fait, nous, on récupère surtout les graines. On utilise un peu les feuilles comme de la roquette. Mais ce qui nous intéresse, c'est récupérer les graines et on fait une espèce de moutarde avec. Une moutarde qu'on a appelée la mouquette. C'est vachement fort. Ça a le goût de roquette, quoi. Donc c'est
c'est cool. Et puis ça se ressème tout seul. Bah, Eruca sativa, elle est moins piquante que la roquette sauvage. On en a qui poussent d'elle-même aussi. J'en vois pas, mais il y en a pas mal. Là, elle est vraiment puissante. Celle-ci, elle est plus douce. Les feuilles sont plus douces. Mais du coup, nous, comme c'est les graines qui nous intéressent, il y a plus de graines que sur la roquette sauvage. Et voilà, l'intérêt, il est vraiment au niveau du condiment. Là, sous le noyer, là, j'y ai installé il y a 2 ans maintenant des petits bulbes de safran. Mais là, je les ai ramassés. Il y a plus, je vois plus de fleurs. Ah, si, il y en a une qui arrive quand même encore là. C'est pas sur les sols bien drainés normalement? Ouais, bah tu vois. Ouais. Et sous le noyer non plus, il faut rien planter. Ah oui, oui, c'est ce qu'on dit Donc souvent. voilà, ouais, le safran, il faut des sols bien drainés, puis il ne faut pas les mettre sous des noyers. Bon, en fait, tu t'en fous, quoi, il faut essayer. Et moi, ici, il plaît à peu près. Là, j'ai fait une petite récolte cette année. Il n'y a rien, hein, il y a une quinzaine de bulbes, je crois, mais voilà, ça fait déjà des pistils, quoi. Ça va se reproduire. Donc ça, c'est assez bien. Tiens, je vais rallonger mes fleurs de roquette, là, Ah, c'est bruyant, les oies. Hein. Ah, punaise, tu dois être content quand t'en chopes une à chaque fois, tu te dis il y a de moins en moins de bruit. Ça c'est la roquette. Donc là, tu peux voir que les siliques, elles sont en train de se former. Donc les siliques, c'est les petites poches à graines, là. Okay. Donc là, elles sont évidemment pas mûres. Ça arrive plutôt au début d'été. Mais tout l'hiver, on a de la fleur. Ouais. Donc bon, c'est assez cool. Et quand les siliques sont très jeunes, là, elles sont déjà un peu trop vieilles. Elles sont déjà filandreuses et raides. Ouais. Mais quand elles sont toutes jeunes comme ça, là, genre, ça, on peut les manger un peu comme des haricots. Là, on a de la toute petite silique, là. Bon, quand elle est toute petite silique comme ça, là, ça va. Et là, directement, c'est déjà trop gros. Parce que là, déjà, ça devient du bois autour. Ouais. Mais là, ça, là, tu peux les ramasser et puis les grignoter comme ça ou faire un peu comme des haricots. Excellent. Bon, c'est tout petit, alors c'est un peu de la pignolade, mais quand t'as rien à bouffer, bah, hop. Tu mets ça, genre, tu sais, sur la fin, sur un... que je mange pas sur la... Bah, sur un truc, tu vois, ça met un coup de peps, ça donne du goût. Tu l'utilises plus comme un condiment, en fait. Et oui. Et même la fleur, hein, là, le goût de roquette. Même la fleur. Donc c'est chouette, quoi. Et puis la fleur est jolie, elle est très délicate. Puis comme c'est ultra productif en graines, bon, je m'embête pas la vie, j'en ramasse. Et oui. Et puis ça décore ton assiette, c'est beau, ça donne du goût. Et n'empêche, tu prends petit à petit partout. Mais là, je le panier il se remplit, quoi, mine de rien. Et après, je répète, hein, quand j'ai besoin de carottes, là, j'en ai pas, j'ai quasiment rien planté, donc je vais chez mon maraîcher. J'ai un super maraîcher à Tournon qui est en bio, qui fait plus d'une centaine de variétés. Ouais. Lui, c'est un expert, il fait des trucs super. Des légumes que moi, je ne ferais jamais pousser. Puis d'un autre côté, moi, ce que j'arrive à ramasser, les légumes qui galèrent, ils ont un goût que lui ne pourra jamais avoir. Donc, mélanger les deux, bah, ça remplit les paniers de manière assez simple. Alors, on va aller ramasser une branche de séchouan. Viens jusqu'à moi, parce qu'il est caché ici, là, notre... Bon, on en a plusieurs parce que je récupère les graines et en fait ça se ressème. Hein. Quand vous avez un poivrier de séchouan, on peut récupérer les graines, les planter et des fois ça marche. Donc dans le roncier, il y en a 5 ou 6 là, des jeunes. Alors tu vois, hein, le roncier il est dense, mais en fait c'est hyper costaud comme plante. Et elles sont toujours vivantes à l'intérieur. Là, je suis allé vérifier dans l'été. Donc tu vois, là, le poivrier, bon, je l'épluche pas mal. Hein. Il n'y a pas énorme de poivre, mais il en reste un peu. Alors là, il n'est pas complètement mûr. Et oui, parce qu'il y a le péricarpe qui doit se décoller. Au bout d'un moment, ça s'ouvre, ça devient tout rouge, et puis ça s'ouvre pour libérer les graines. Et là, c'est quand il est bien mûr. En fait, ça a du goût même au printemps. Hein. Rien que les feuilles, tu vois, je ramasse aussi des feuilles. Au printemps, là, les premières pousses de feuilles, moi, j'en taille un peu et je fais mes infusions de séchouan comme ça. Et c'est déjà hyper odorant. C'est hyper fort. Tu vas en inspirer. Hop, je te repasse devant. Ouais, vas-y, je te suis. Donc la ronce, hyper importante chez moi. Ouais. C'est un espace pour les insectes et les oiseaux qui est hyper important dans notre démarche à nous, parce que en fait, c'est ça qui fait vivre tout le potager. Parce que le réseau des ronces, là, il va piocher dans la forêt qui est juste à côté, là, derrière le champ de luzerne. Et en fait, c'est les arbres qui sont là-bas qui nourrissent mon potager, quoi. Faut être ouvert d'esprit en se disant, c'est pas juste chiant, hein, ça fait pas que piquer, quoi.
Ouais, tu te frayes un passage et puis après tu... Ouais, et tu laisses puis ça me donne des fruits, et puis ça me donne du combustible, parce que là je les ai pas taillés, c'était encore un peu tôt et un peu trop verte. J'attends qu'elle soit vraiment, que le premier coup de froid soit arrivé, et après bah, je taille mes ronciers pour avoir des trucs qui se tiennent quand même, on a besoin de place. Et puis je récupère mes ronces, je fais des petits fagots, et ça c'est des bons calorifiques pour le four, c'est pratique. Excellent. Et oui, parce qu'il faut aussi voir que toi, plus tu peux trouver de la matière pour le four, parce que combien tu utilises par fournée à peu près? Une brouette. Moi j'ai un four qui est très grand. Hein. Ouais, il fait combien? 180 une solle de 180, donc 1m80. Donc c'est gros. Mais bon, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir une grande porte. Une grande porte de four. Si tu veux une grande porte de four, forcément tu as besoin d'un grand four. Parce que sinon tu perds ta chaleur. Donc c'est un peu con à dire, mais voilà. Pourquoi une grande porte? Pour pouvoir aller chercher les plats Pour pouvoir aller chercher et puis pouvoir mettre des gamelles, tu vois, de la grosse cocotte, n'importe quoi. Si je veux y foutre un agneau, je peux, il rentre. Je suis pas obligé de le couper en petits bouts. Donc c'est sur le côté pratique de pouvoir jouer avec des casseroles, plusieurs casseroles à la fois, et que ça rentre, ça sort. Ça c'était important. Nous y voilà, la poule C'est grasse, ça, le ouais, là, restaurant. en fait, bon, on s'est arrêté tous les 5 cm, mais en gros, on prend un chemin comme ça, on a le parking à l'arrivée où on vous a dit bonjour. On a un petit chemin d'accueil qui passe là, et puis on arrive au portail. Et puis là, il y a notre salle de restaurant, ou la terrasse quand il fait beau et que c'est l'été, on peut manger à l'extérieur. On fait découvrir ça? Allez, vas-y, je t'accompagne. On est vraiment chez les gens, ça, j'adore. Je pense qu'il y a, bon, au-delà du goût et tout, mais je pense que le côté de ne pas aller dans un truc guindé où tout le monde se regarde et tout, ça doit plaire, ça. Bah ouais, comme c'est nature, on est très à l'aise, on n'est pas guindé, du coup, bah ouais, les gens ils apprécient ce côté de proximité immédiate. C'est vrai que c'est chouette. La salle est là, mais je vais aller ramasser une branche de rhubarbe. On va jusqu'au bout, je t'accompagne. Ah, moi, c'est une belle découverte. Pour l'été, on fait manger les gens ici. On a une petite parcelle aussi là où on essaye de faire pousser 2-3 trucs. On a nos pigeons qui s'amusent ici et qui se font déglinguer par les éperviers. Ah, c'est pas pour manger? Pour l'épervier, là, pour l'instant, il en mange plus que moi, mais bon. Et là, on arrive à maintenant un cheptel d'une quinzaine de pigeons, donc l'année prochaine, on devrait pouvoir commencer à éclater 2-3 pigeonneaux. Je vois que vous êtes refugé LPO, ça c'est très bien. Ouais. Bravo. Ouais, bah ouais. Hein. Je leur fais une petite pub. Je t'en prie. La Ligue de protection des oiseaux. Alors, et pas que. Hein. On a 3 lapins là qui attendent la casserole aussi. Là, ceux-là, ils sont prêts à être mangés. Okay. Donc on a 2 femelles et un mâle là-bas de reproducteur. Et puis les petits, on les laisse grossir dans cette grande cage. Et puis quand ils sont prêts à être mangés, bah, on les mange. Il y a ça aussi qui doit rassurer le consommateur. Chez vous, le client, je ne sais pas comment on dit, les invités, les convives. Ouais, tout ça à la fois. Ouais, c'est que tu sais bien tracer tout ce que tu consommes. Oui. Puis comme on est un peu extrémiste, nous, sur le choix de nos producteurs, c'est forcément que de l'ultra local, ils sont tous en bio. C'est des gens qui aiment leurs animaux ou leur terre. Et leur métier. Et leur métier, quoi. Et du coup, ouais, les gens, quand ils viennent chez moi, les gens qui mangent que des viandes bien élevées, bah, ils sont ravis, quoi. Et là, tu prends quoi? De la rhubarbe. La rhubarbe, j'avais pas vu. Yes. Si je me mets là, je vais pas te gêner. Je sais jamais où me mettre. Dans un jardin punk, tu sais quand il y a des allées, c'est très facile. Voilà, en plus, là, il est vraiment en jachère, celui-là. Ça fait 2 ans que j'y ai pas mis, que j'y ai rien fait. Mais c'est bien. Voilà, il se prépare bien, pour les autres années. Ouais. Là, il est au top. L'année prochaine, on va pouvoir... déjà, toute la biomasse qui pousse dessus, elle est intéressante. Et puis, il a eu le temps de bien se reposer. Je vois qu'il y a 2-3 trucs qui ont poussé, j'y croyais pas trop. Comme ça, là, tu as les colocaceae qui poussent juste là. Alors, tu vois, tu en as un tout petit ici. Là, il y en a un autre. Alors, excuse-moi, tu peux me les montrer là, du bout de ma rhubarbe. Okay. Donc ces petites feuilles là, donc le colocacia, ça c'est des plantes plutôt aquatiques en fait. Nous on les a récupérées avec notre copain Seb qui s'occupe de tous nos bassins. Okay. Et l'année dernière, en fait, au moment de l'arrivée de l'hiver, on les bazarde parce que ça gèle. Okay. Et puis moi je les ai mis en pleine terre là, et ils sont ressortis en fin d'été. Donc je suis assez content. Et ça c'est ce qui donne le taro, un légume qu'on va trouver en Afrique et dans pas mal d'îles. Un espèce de féculent quoi, qui est pas mauvais.
Bon là, ils sont pas énormes, donc je vais pas les déterrer cette année, mais si je vois que l'année prochaine ils repoussent, parce que normalement ça gèle, faut arroser de dingue. Je m'en suis pas occupé, je les ai juste foutus là. Ils ont passé une année, donc on va voir s'ils tiennent 2-3 ans, c'est gagné quoi. Oh, Boris, je me permets de montrer, il est magnifique le figuier. Ouais, on a 2-3 figuiers là différents, et puis il y a un citronnier aussi qui galère un peu au milieu. Mais bon, on verra, s'il tient, il tient. J'aime bien cette ambiance. Bon là je vais y aller doucement. Ouais, là, en plus la descente elle est périlleuse. Ouais, j'ai les bottes, j'ai ce qu'il faut. Hop. Je vais prendre une rose aussi là, on a des roses qui sont ultra parfumées. Ah ouais. Oui, tu t'exploites vraiment tout, c'est dingue. Ouais. Bon voilà. Hein. Ouais, vas-y. Après, bon, j'ai des petits marrons, mais je crois que j'en ai à l'intérieur que j'avais ramassé hier. On refera un tour si tu veux faire le tour des je bassins, filmerai. etc. J'ai filmé déjà, tu sais quand on était de l'autre Ouais. côté, je filmais au bout. C'est excellent là, les gens. On a beaucoup de petits points d'eau, des trucs, des bassines comme ça là. Donc ça c'est un demi-tonneau qui est coupé. Voilà, ils sont tous bien pleins parce qu'il a bien plu. Ouais. Et ça, on en a un peu de partout en fait. Il y en a là, il y en a là-bas. On en met un peu de partout. Ça fait des petits îlots de fraîcheur et puis c'est hyper intéressant pour les insectes qui peuvent venir boire. Et puis c'est des pièges à moustiques aussi. Une petite clim pour les clients. Ouais, faut pas exagérer, mais en tout cas visuellement ça marche. Tu vois de l'eau tout de suite, tu te dis c'est chouette. Et puis pour les moustiques, c'est vachement bien parce que y a beaucoup de moustiques là en ce moment dans la région qui remontent. Qui sont bien relous, et tous ceux qui viennent pondre dans mes bassins, ils se font bouffer parce qu'on a des poissons dans chaque petite bassine. Et du coup, ça limite un peu la reproduction des moustiques. Quoi. Ça nous parle énormément de... Tu vois, même là-dessus, je regarde, hop, tu vois, j'ai un doigt de flotte, quoi, il est à la couenne. Avec très peu d'eau, on arrive à avoir un système qui fonctionne, avec des poissons, des plantes, l'eau est limpide, nickel. Donc c'est assez chouette quoi. Je vais les rincer là dans le petit lavabo. Ouais, je peux filmer aussi. Avec plaisir. Ok, génial. C'est bien, on voit tout. Tac. Ah ouais. Ah, c'est le labo quoi. Ouais, on s'est fait cet endroit parce que pour pouvoir abattre, je te laisse rentrer, peut-être filmer. Je vais mettre de l'autre côté. Ça, je peux fermer la porte ça, pour nettoyer mes trucs. Ok, bouge pas. Hop. Ah, c'est top. Je vais mettre de l'autre côté, ouais. Génial. Donc là, c'est là où on a installé notre réfrigérateur, les frigos pour les boissons aussi, pour le vin. Au début, on voulait fonctionner sans réfrigération et puis voilà, on n'y est pas arrivé quoi. Donc on a acheté un frigo et puis... Sur quel genre d'aliments ça te crée le plus de soucis? Les poissons, la viande, voilà. Hein. Ça, ne serait-ce que pour abattre, j'aime bien que la volaille elle repose un jour ou deux avant de la travailler. Donc je suis obligé d'avoir le frigo quoi. Et donc tu vois, ça c'est mon cône d'abattage là, quand j'arrive la nuit, j'arrive avec ma volaille, je la passe là, j'ai mis un bac à douche qui était présent sur le terrain, parce que c'est quasiment toute la récup quoi. À part le réfrigérateur qu'on a acheté, sinon c'est que des trucs qu'on a récupérés. Et ça, ouais, il y avait un bac à douche qui était posé là, à moitié enterré, donc regarde, ça va faire un super évier, et effectivement c'est hyper pratique. À mon avis, il devait être là peut-être pour les mêmes raisons, non? Non, parce que là on a acheté la maison, elle était abandonnée depuis un moment, à moitié en travaux, mais rien de fini, c'était vraiment à l'abandon. Donc non, elle était dans la merde, je pense que c'est un truc qu'ils ont enlevé pour refaire une salle de bain qu'ils n'ont jamais fait, ou j'en sais rien. Mais c'est vraiment bien quoi. Et quand je tue mes volailles, tu vois, c'est ample, en plus j'ai fait tout à ma taille, comme je suis assez grand, pour moi il y a un confort de travail quoi. J'ai l'impression que chaque jour, tu as une recette inédite pour toi-même. Tu n'as pas l'impression de toujours faire la même chose? Non, après, sur le week-end, des fois j'arrive à faire des mises en place pour les 2 ou 3 services qui suivent. Donc c'est pas forcément chaque service une aventure culinaire. Des fois c'est le cas parce que j'ai vraiment pas grand-chose ramassé. Donc on fait, si j'ai de quoi faire 15 couverts, voilà, je fais mes 15 et puis après je fais autre chose. Voilà. Mais si j'ai assez pour mes 3 services à la suite, je fais mes mises en place pour les 3 services. Question pratique quoi. Hein. Nathalie, bonjour. Bonjour.
On est dans la salle, comme on peut dire, de service et de préparation. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, c'était quoi ici avant? Ça a l'air de... C'est une ancienne étable? Eh bien, bienvenue à la Poule Grasse. Effectivement, là, vous êtes dans une ancienne étable. Quand on a repris l'habitation, il y avait encore la terre battue au sol, le foin derrière les racks. Les murs s'écroulaient. On a passé plus de 2 ans à remonter les murs à la chaux et aux chanvres. On a passé beaucoup de temps à trouver un carrelage de récupération, à poser le carrelage, à réfléchir à la fonctionnalité de notre salle, comment on allait chauffer nos clients et surtout comment on allait pouvoir coordonner une table de restauration avec une vue sur la cuisine et créer une ambiance, une atmosphère extrêmement conviviale. Et avec application, parce qu'il est important de bien manger pour être bien heureux. Alors on a vu Boris allumer le feu, on a fait des images. Dans cette salle, vous y êtes de quelle heure à quelle heure quand vous commencez votre mission, si on peut dire? Tout dépend les journées. Quand on a des services le soir, on démarre en fonction du menu préparé, mais on y passe notre journée pleine. Entre le jardin, la salle de restauration, on fait des allers-retours, des va-et-vient en permanence. Le principe d'être chez soi, c'est d'être partout tout le temps. Alors, il y a plusieurs services, mais est-ce que tu peux nous en décrire un qu'on va avoir ce soir en exclusivité? Alors, mon préféré, il ramasse les orties, on fait la soupe d'orties. Ça, c'est vraiment sympa parce que dessus, on va mettre une brouillade d'œufs. Et on a le plaisir d'avoir récolté pour la première fois notre safran. Donc, brouillade d'œufs au safran, c'est un plat régressif avec des belles couleurs pastel, c'est super agréable à manger. On en a vu une petite fleur tout à l'heure, un crocus. Il y en a d'autres qui sortent. Il y en a de nouvelles, ouais. C'est génial. C'est une grosse passion, je crois, le safran, les pistils, c'est vachement long. Oui, c'est très délicat avec le séchage, la cueillette. Du coup, ça fait une récolte qui est quand même pas énorme. Quand tu ramasses pas beaucoup, ça va, c'est gérable. Bah, si tu fais ça en format exploitation, ouais. Mais là, quand tu ramasses les 15 fleurs, tu ramasses les 15 pistils, bon ça, c'est pas... Mais alors là, je vais faire le gros débutant en cuisine. Pour moi, le safran va surtout avec ce qui est de la mer. Vous le partagez ouais, avec tout, ouais. Avec tout, tu fais une infusion, tu peux l'utiliser vraiment dans plein de choses, dans plein de plats différents. Ça amène beaucoup de saveurs. Hein. Est-ce que vous avez un plat signature, je vous ai même pas demandé, ou quelque chose? Non. Non, tous les plats, tous les produits sont signature, tout. Je regarderai ça. C'est con le terme plat signature. Mais ouais, parce que ça veut dire que tu fais toujours le même truc, quoi. Et tu peux pas faire toujours la même chose, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes produits. À chaque fois, c'est nouveau, à chaque fois, c'est rafraîchissant. Après, notre menu, il a un déroulé il y a un truc qui est toujours un peu sur la même trame. C'est-à-dire que la première entrée, on fait toujours une crudité où il faut beaucoup mâcher. Parce que comme ça, tu salives beaucoup, tu prépares ton corps à manger. Comme ça, on est en 7 plats, tu vois. Ça ouvre l'appétit. On réfléchit plus dans ce sens-là. Donc, on a toujours une première entrée de mastication. Comme ça, là, on se prépare. L'estomac se prépare. Après, on a toujours une entrée qui va être un peu chaude et gourmande pour dire on est content d'être à table. Une autre où on va mettre un peu d'acidité. On va essayer de trouver un truc. On va twister les goûts pour bousculer un peu. Les billes de l'estomac. On réfléchit aussi à ce que le repas, même s'il est long, on sort de table. On peut aller se coucher, on n'est pas lourd. On roule. Ah non, au contraire, on n'est pas lourd. Non, au contraire, non, les gens sont contents du déroulé de cette plat, c'est vraiment agréable. Les gens arrivent au bout des assiettes. Avec des saveurs bien tranchées. Et qui passent un bon moment et aussi une belle minute derrière, quoi. Si c'est pour t'en souvenir pendant 3 jours de ton repas, c'est pas. Tu vois, c'est fini le temps où on mange 3 litres de crème au repas et tout ça. Non, plus quand tu vois le nombre de vaches qu'il faut, comment c'est compliqué de faire de la crème, si tu t'amuses à faire de la crème une fois. Le fait d'être producteur, ça te prête à une autre réflexion alimentaire. Voilà. Hein. Quand tu tues tes animaux, tu fais gaffe à ne pas déconner, à ce qu'elles soient bien cuites, tu gaspilles rien, tu récupères tout. Nathalie, pourquoi, alors je sais que Boris l'a un petit peu développé dans le jardin, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le four à bois, pour vous, c'était une évidence? C'était une évidence déjà par rapport à l'inertie que ça apporte et à la réflexion. Tout va doucement avec un four à bois. On a choisi un très gros four. Les pierres réfractaires de Larnage ont vraiment du sens. On est en proximité. On a travaillé avec les fours Le Pagnol, qui sont vraiment une référence locale.
Ça nous permet d'avoir une grande réflexion sur la cuisine. La sole fait 180 cm de long. C'est énorme. C'est énorme. Ça nous permet de rentrer nos gamelles, notre pain, le bois au fond. Ça nous permet d'avoir du séchage sur plusieurs jours. On utilise la chaleur de notre four sur 3, 4, 5 jours d'affilée. Pour faire quoi, par exemple? Alors, outre les menus, où le four est bien chaud, une fois que la chaleur redescend, on va pouvoir notamment faire des séchages de fruits. On a mis au point une recette. On fait des cuirs de fruits. On fait des compotés de fruits sans sucre. On réduit du fruit, donc du raisin, de la poire, qu'on met sur plaque à chaleur descendante, ce qui nous permet un mode de conservation de nos fruits et on garde vraiment l'essentiel du goût. Tu goûteras tout à l'heure, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Et ça nous fait une espèce de matériau cuir un peu nouveau qu'on peut travailler différemment. On l'a fait aussi avec des champignons. On peut faire fumer des choses, on peut vraiment avoir une gestion de notre four qui est vraiment sur du long terme. Et je vois, vous n'êtes qu'au feu. Il y a une petite... non, il n'y a pas de feu gaz chez nous. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a une platine. Deux éviers, une platine et notre bois. Et un petit poêle sur lequel vous faites revenir des choses aussi de temps en temps. Oui, pour les compotées longues. C'est génial. Et les convives, alors c'est vrai que j'ai demandé tout à l'heure à Boris, c'est quel genre de gens viennent chercher ce genre d'ambiance? On a l'avantage de toucher toute population. On a l'avantage d'avoir une grande mixité, des personnes âgées, des jeunes, tous les curieux, tous les gourmands, tous les gastronomes, tous les gens qui ont envie de vivre la table différemment, partager le projet. Ça, c'est fantastique parce que vraiment, on a un accueil de gens de tout horizon. Et ça, c'est une belle réussite. Et des gens qui partent toujours avec un sourire jusque-là. Et des merci, je présume. Et des merci. Nathalie, je vais te laisser le mot de la fin. Ah, elle va dire, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on sorte de votre projet? Quels sont les mots, les phrases? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce que vous mettez en place? Somme toute, le pas à pas, l'humilité, bien réfléchir aux choses, aller doucement, regarder et prendre conscience que tout ce qui nous entoure, finalement, fait ce qu'on va pouvoir produire sur table. Ouais. Merci beaucoup pour... Merci à toi. Pour le mot de la fin. Et je suis très content de pouvoir montrer qu'en France, il y a encore des petites structures comme ça qui accueillent à la maison et avec un maximum de respect. Quel plaisir d'être entendu.